Aujourd'hui, on parle de l'épisode 7 de la saison 5 de The Boys. Franchement, l'épisode m'a laissé en miettes. On en parle tout de suite. C'est parti. Donc aujourd'hui, saison 5, épisode 7 de The Boys. Franchement, un épisode qui m'a vraiment pas laissé indifférent, comme je l'ai dit dans l'intro. Honnêtement, je pense que c'est l'un des épisodes qui m'a rendu vraiment qui m'a fait ressentir le plus d'émotions dans The Boys. Enfin, vraiment, ça arrive à la fin de l'épisode, mais quand même, l'impact est assez important. Donc, on va en parler. On va commencer par le début de l'épisode, tranquillement. Donc, on commence par une ouverture complètement what the fuck avec Ophazer qui répète une performance live pour la propagande d'Homelander, mais qui fait une performance où il chante avec des danseuses habillées ultra sexy. Ça, enfin, le gars est censé gérer une église, enfin l'église démocratique d'Amérique. Enfin là, ils ont complètement pété les plombs. Les danseuses sont habillées en tenue sexy, ça n'a rien à voir avec une église. Là. Et tiens, enfin dans ce qu'il chante, le discours, il y a un vrai discours politique. On fait clairement le rapport avec un certain président Orange. Ce qu'il pourrait dire en fait, que ce que le président Orange pourrait dire en vrai dans la réalité. Comme d'hab, The Boys tape toujours dans le mille, que ce soit dans la satire. Donc vraiment, The Boys continue de caricaturer le mélange religion, politique, propagande et ça marche très très bien. Homelander est maintenant traité comme une figure religieuse, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Ce n'est plus juste le culte du héros, on est carrément dans une secte. Et c'est ça qui rend, ce qui rend drôle, c'est que la série pousse tout tellement loin que ça en devient ridicule, mais à la fois très crédible. The Boys arrive à rendre ça drôle, alors que le fond est hyper inquiétant. Et c'est là où ils sont très très forts. Après, on passe à Homelander dans le bureau ovale. On comprend qu'il dirige littéralement le pays. Le président n'a plus aucune autorité. Tout le monde est terrorisé. Même l'ambiance est assez lourde. Homelander propose des lois complètement absurdes, comme le fait que tous les bébés devraient être allaités directement au sein de leur mère, qui ne veut pas de lait en poudre. Il bloque complètement là-dessus, mais on sait la fixette de Homelander sur le lait. Donc rien de choquant là-dessus. Après, il agit comme quelqu'un qui ne reconnaît plus aucune limite. Il n'y a plus d'institution qui peut l'arrêter. Il demande au président d'abolir comment dire l'Assemblée. Et le président commence à dire je ne crois pas avoir ce pouvoir-là. Et là, Homelander le prend par la tête et lui dit. Enfin, avant, il demande à acheter de lire les pensées du président. Et acheter lui dit qu'il est terrifié, que le président est terrifié, qu'il le trouve un petit peu psychopathe sur les bords. Donc Homelander le prend par la tête et on sait ce qui arrive quand Homelander prend quelqu'un par la tête. Généralement, enfin vous connaissez la suite. RIP le président, plus personne. Donc Homelander ne veut plus gouverner avec le système, il veut être le système. Donc voilà, la scène est tendue, même avant qu'il le tue de toute façon. Voilà, à ce moment-là, la série te montre clairement qu'il n'y a aucune barrière. Même le président peut mourir comme un figurant. Si ça prouve pas comme Homelander a toutes les cartes en main à l'heure actuelle, sachant qu'il a le V1 en plus, enfin il y a vraiment. Il reste que Soldier Boy pour l'instant à l'heure actuelle. Jusqu'à on va arriver à un certain moment, vous allez comprendre. Enfin, pour ceux qui ont vu l'épisode, vous savez déjà. Donc là, on passe à Starlight et la Crème qui rejoignent enfin, c'est pas trop tôt, mais Marie Moreau et Jordan. Donc enfin, les personnages de Gen V font enfin leur apparition dans la saison 5 de The Boys. Donc on retrouve Annie, la crème qui rejoignent Marie et Jordan. Ils échangent des infos sur la situation, particulièrement sur ce qui se passe à votre studio. Ils disent qu'il y a beaucoup trop de sécurité, il se passe quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que Annie ne joue plus l'héroïne optimiste. Starlight, elle est complètement brisée. Elle dit carrément à Marie et Jordan de s'enfuir, de quitter le pays, de vraiment s'enfuir, de ne pas se retourner, de ne plus se battre, que l'espoir est perdu. Donc Annie sait que la situation est quasiment perdue. Elle dit même à Ali que ses pouvoirs, elle dit même à Marie que ses pouvoirs ne lui servent à rien tant qu'elle ne les contrôle pas. Elle n'a pas entièrement tort, mais si Marie pouvait contrôler ses pouvoirs, elle est du même niveau qu'Homelander, donc ça sera assez ouf. On verra ce que nous réserve le prochain épisode. Parce que c'est vrai qu'on là on est à deux épisodes de la fin, et en termes d'action dans cet épisode-là, il n'y en a pas vraiment. Moi je voulais vraiment de l'épique, et c'est pas ce qu'on a eu, mais en échange on a vraiment les personnages qui sont développés, donc ça rattrape le truc. J'espère vraiment que le dernier épisode va nous envoyer du lourd, on verra bien. Donc après on passe à Kimiko et aux Boys en fait. On passe sur Yui qui entend des cris de douleur
On découvre que Frenchie et Butcher testent des trucs sur Kimiko. En fait, ils testent. Leur objectif, c'est de reproduire le pouvoir de Soldier Boy, le pouvoir qui permet de retirer les pouvoirs à un super-héros. Donc, ils travaillent dessus en fourbe depuis le début de la saison. En fait, quand on les voyait ramener du matériel et ils disaient, ouais, on fait quelque chose, t'occupe pas de ça. En fait, ils étaient en train de travailler là-dessus et Kimiko avait déjà donné son accord. Elle accepte parce qu'elle veut aider justement. Les boys sont complètement désespérés, ils savent qu'ils ne peuvent plus battre Homelander normalement, donc ils cherchent une solution extrême et c'est cette solution. Et comme souvent avec Butcher, ça passe par des souffrances ou des sacrifices. Et on sent que vraiment les boys, qu'ils arrivent au bout de leurs options là. Franchement, c'est vrai que la situation, quand on fait le point d'ensemble, elle est très désespérée. Donc Yui, il en a un peu marre de tout ça. Butcher va encore tenter une approche avec un vieux plan à l'ancienne pour aller voir ce qui se passe au vote studio. Il balance même une métaphore super bizarre sur les Spice Girls. Bon, c'est assez marrant, c'est du Butcher. Mais Yui, cette fois, n'est plus du tout dans le délire et il commence clairement à perdre espoir. Il pense qu'ils ont déjà perdu et que ça ne sert plus à rien de se battre. Mais Butcher, lui, est obstiné. Il lance sa métaphore et le plan sera mis en exécution. Mais c'est vrai que Yui représente encore la conscience morale du groupe à l'heure actuelle. Lui commence à se demander si tout ça vaut encore le coup. Alors que Butcher, lui, il ne pense qu'une chose, tuer Homelander coûte que coûte. Donc le contraste entre Yui et Butcher devient énorme. L'un veut encore sauver son humanité alors que l'autre est prêt à tout brûler. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite. On passe ensuite à The Deep qui vient s'excuser auprès d'Homelander. Il le supplie de l'excuser, tout ça. Homelander, au début, il dit rien. Et après, en fait, comme pour l'Assemblée, il abolit les 7. Il dit qu'il n'y a plus de 7 de toute façon depuis un moment et que c'est fini les 7. Du coup, il dit à The Deep, bah, va vivre ta vie maintenant, il n'y a plus de 7. The Deep lui dit, mais j'ai que ça et tout, mais moi, responsable des 7, tout ça et tout. Et il lui dit, non, il n'y a plus besoin. Vraiment, Homelander, il veut que ce soit que lui qui dirige tout. Il veut plus de 7, tout ça, il veut que ce soit le centre du monde. Donc vraiment, c'est quelque chose. Deep a passé des saisons entières à s'humilier pour Homelander, il a tout sacrifié pour rester dans les Seven, et au final, Homelander le jette sans aucune émotion. Ça montre, comme je vous le disais, qu'il ne considère plus personne comme un allié. Il est vraiment tout seul, Homelander, maintenant. À part encore, il considère Soldier Boy, par contre. Il considère son père, il a un vrai respect pour son père. Comme on va le voir dans l'épisode un peu plus tard. Après, on passe du coup à la partie chez votre studio où les boys s'infiltrent. Et là, on tombe sur une énorme satire d'Hollywood où il y a un tournage complètement ridicule avec un cowboy qui essaye d'arrêter une Starlight. C'est très cliché, c'est de la propagande anti-Starlight comme d'habitude. Mais en fait, toute la scène critique la manière dont les médias fabriquent des récits. Vote transforme Homelander en héros absolu et transforme Starlight en ennemi public. C'est littéralement de la propagande. The Boys montre que le contrôle passe aussi par les films, les séries et les médias. C'est pas nouveau, on le sait. Pour faire passer des idéologies, tout ça, on peut utiliser tous les médias mis à notre disposition, même la musique, les livres, on le sait. Donc après, j'ai noté une petite satire méta sur les reboots et l'IA qui est assez marrante. L'acteur du cowboy dit ensuite que le script n'a aucun sens. Et franchement, il a raison. Le showrunner, c'est la larve, je sais pas si vous vous rappelez, la larve qu'on voit au début de la saison, celui qui creuse le trou pour aller dans le camp le camp où il y a les Starlight activistes, là. Enfin bref, celui qui a des lunettes, qui est scénariste, c'est lui qui a écrit ça. Et il explique que la série est annulée et que Homelander veut complètement un reboot de l'univers. Franchement, c'est très méta. Donc The Boys se montre clairement des franchises modernes, des univers partagés, des reboots permanents, de l'IA qui écrit les scénarios et même un peu de Yellowstone parce qu'il parle que c'est l'IA de Taylor Sheridan qui a réécrit le script en fait. Donc c'est assez marrant. C'est méta comme d'habitude, c'est exactement le genre de satire méta que The Boys maîtrise parfaitement. Après on passe à Sister Sage où Frenchie demande ensuite de l'aide, lui demande son aide mais elle a dit elle est au bout du trou, elle comprend plus rien. Elle dit que l'amour rend les choses imprévisibles, l'amour rend aveugle, entre guillemets. Et Frenchie, je lui demande de l'aide parce que logiquement, c'est la seule capable de trouver une solution rapidement. Le problème, c'est qu'elle va se lobotomiser, elle en a rien à faire.
Donc, le Bottomini, ils allaient complètement percher. Ça rend la scène drôle, mais vraiment très inquiétante, car il n'y a plus d'espoir. Kimiko, c'est peut-être le seul espoir à l'heure actuelle. Donc voilà, Sage est censée être la personne la plus intelligente au monde, mais là, elle est réduite en état presque absurde. C'est affligeant, ils sont, comme tous les boys, ils ont presque tous perdu espoir, en fait, à l'heure actuelle. Ça montre à quel point tout part en vrille dans cette saison, surtout à l'avant-dernier épisode, ce qui est normal. Donc ensuite on retourne à votre studio, et là en fait c'est rempli de télépathes. Butcher et House se font attraper forcément par un télépathe. Les télépathes arrivent à anticiper leur venue. Toute cette partie ajoute énormément de tension, car on sent que là ils ont plus la main, les boys. Déjà que c'était très très dur la situation, mais là ils ont plus la situation en main. Les télépathes manipulent leurs pensées, ils jouent avec leur traumatisme. Butcher devient très vulnérable psychologiquement, car le télépathe prend l'apparence de Kessler et il révèle toute la backstory de Butcher et Kessler, que Butcher c'était quelqu'un d'assez dur à l'époque, il se tenait absolument à aller jusqu'au bout de la mission, peu importe les sacrifices. Donc il dit ça devant Yui, donc c'est pour installer le doute et pour créer la discorde entre eux forcément. La série montre que Butcher est peut-être fort physiquement, mais mentalement, il est complètement détruit. C'est ce qu'il lui dit le télépathe. Il dit franchement, ton cerveau, ça craint. Donc après, on a Annie et la crème qui doivent se cacher. Eux, ils sont vraiment dans votre studio. Ils se cachent parce on a une scène totalement débile où en fait ils grimpent, hein, ils se mettent sur le, comment dire, sur le faux plafond. Et il y a la soupe qui se comporte comme un chat, Kitty, je sais plus comment ça s'appelle, la soupe qui se comporte comme un chat et l'autre comme un chien, qu'ils arrivent dans la pièce et ils commencent à sentir un truc. Enfin, au début, celle qui a le pouvoir de chat, elle arrive et elle ouvre ses l'entrejambe et elle se lèche comme un chat, c'est très what the fuck, c'est vraiment The Boys. Et ensuite, après, il y a le gars qui a un pouvoir comme les chiens, là, qui sent comme ça, qui renifle, qu'on a vu tout au long de la saison. Et là, en fait, ils commencent à se renifler, à se mettre à quatre pattes et à tourner autour, à se renifler le cul chacun l'un de l'autre en disant mais t'as mangé ça devient très très bizarre, c'est complètement The Boys. Enfin, voilà, la scène ne sert presque à rien, mais c'est exactement l'ADN de The Boys. La série peut passer d'un moment ultra sérieux à un délire totalement absurde en quelques secondes, et c'est toujours bienvenu en fait. Donc après, par contre, on passe à du plus sérieux, le test du film de propagande en fait. Chez Vote, il montre le film de propagande à des fidèles d'Homelander triés sur le volet. Le but est de voir si les gens acceptent enfin Homelander comme une figure divine. C'est pour ça qu'il y a autant de télépathes, c'est pour qu'ils puissent sonder, pour voir s'ils croient vraiment ils acceptent Homelander comme leur dieu, leur messie, tout ça. Sauf que même ses propres fans trouvent ça ridicule en fait, après avoir vu le film propagande. Donc on sent que Homelander veut être aimé, mais maintenant il veut surtout être adoré, et quand les gens n'adhèrent pas à son délire, il devient immédiatement dangereux. Et ça, vous l'avez vu depuis le début de saison, de toute façon on le voit, il est vraiment plus impulsif qu'avant, rien ne le retient, donc vraiment, voilà. Donc après on passe à Homelander et Soldier Boy. On a une scène très intéressante entre les deux. Soldier Boy il explique qu'il veut juste vivre sa meilleure vie, donc partir, aller à Bogota, sniffer, faire la fête avec des filles. Enfin, il veut aller vivre sa vie maintenant qu'il a donné le V1 à Homelander. Ça y est, il a fait son truc pour son fils. Il l'a fait par rapport à Clara, c'est ce qu'il dit. Par rapport à Stormfront, donc. Et voilà. Donc, Soldier Boy, c'est vrai qu'il paraît vraiment plus humain qu'Homelander. Il reste toxique et brutal, mais il paraît moins désaxé qu'Homelander en tout cas. Il n'a pas besoin de ce maladif d'être adoré, c'est pour ça qu'il paraît plus stable. Quand Soldier Boy semble plus raisonnable comme Lunder, c'est que la situation est catastrophique, hein, clairement. Donc, après la révélation de Soldier Boy qui veut partir, Homelander lui dit ok, mais vous connaissez Homelander, surtout là, à cette période-là où il a viré tout le monde, où il lui reste que Soldier Boy en fait. Bah, il l'attrape par derrière et il lui fait le coup du truc, le coup une clé, une espèce de clé, il l'endort. Il le remet dans sa boîte avec le produit là pour l'endormir et puis il le garde quoi. Mais je pense que le fait qu'il le garde et qu'il le tue pas, ça va être une pièce maîtresse dans l'épisode final. Déjà vu par rapport au fait qu'il peut retirer les pouvoirs, et je pense qu'il va être vraiment énervé qu'on l'ait remis dans sa boîte à dormir là.
Donc après, Homelander apprend que donc on retourne chez votre studio. Homelander est en communication avec donc Ophazer qui a fait passer le film de la propagande. Et Ophazer lui dit que la plupart de ceux qui sont là présents pour le film de la propagande n'y croient pas à ce film. Et là, Homelander ordonne ensuite le fameux fais-leur passer le traitement VIP. Et là, l'épisode part complètement de l'horreur. C'est un massacre total. Les fidèles d'Homelander deviennent des victimes. Même ses propres supporters ne comptent plus pour lui. Starlight et la Crème essaient de sauver le maximum de personnes. Mais franchement, c'est un carnage. Et contrairement à Homelander, eux protègent encore les innocents. Ce qui fait toujours la différence. Et là, on voit clairement la différence entre un héros et un tyran. Mais bon, ça, vous le saviez déjà. Pendant ce temps-là, le télépathe continue son mind game avec Butcher et Huey, mais Butcher et Huey finissent par comprendre. Il le distrait. Et pendant qu'il le distrait, Butcher, ce qu'ils avaient bloqué les pouvoirs de Butcher, du coup, vu que le télépathe est distrait par Huey, Butcher récupère ses pouvoirs, il arrive par derrière et hop là, il le coupe en deux. Puis télépathe, c'est terminé. C'est brutal, rapide, très Butcher et ça rappelle les anciennes saisons, effectivement. Surtout qu'il dit qu'il qu'il enjoy, qu'il est vachement content de tuer le gars, quoi. Il prend du plaisir à tuer le gars. Et là, voilà. Ensuite, on repasse du côté de Sage et Kimiko et Frenchie. Et Sage finit enfin par trouver une solution et est d'accord pour aider Frenchie. Le processus commence. On comprend qu'ils sont peut-être en train de créer une arme capable d'affaiblir Homelander. C'est très important. Mais évidemment, Homelander arrive au pire moment parce que les télépathes avaient pu dégoter l'information auprès de Huey et Butcher où était Sage, tout ça et tout. Donc Homelander arrive. La tension devient énorme. Il cache Kimiko et Sage dans du. Enfin, Frenchie cache Kimiko et Sage dans du zinc, dans un coin où il y a du zinc parce que Homelander ne peut pas voir à travers le zinc. Franchement, la mise en scène ici, elle est incroyable. Rien que les bruits de pas d'Homelander créent une tension énorme. Ça, on sent que toute la puissance. Homelander, elle arrive, on sent qu'il est pas là pour rigoler. Tout le monde se cache. Frenchie, il est terrorisé. Et c'est vrai que Homelander reste terrifiant même sans bouger. Sa présence suffit à rendre une scène stressante. On sait que tout peut se passer. Donc là, on arrive à la partie dure de l'épisode, la partie qui m'a vraiment touché. Donc Frenchie décide alors de faire diversion. Il attire Homelander vers le réacteur et lui dit qu'ils ont réussi à reproduire le pouvoir de Soldier Boy. Et, euh, et d'un coup, après, il active l'uranium, le système d'uranium. Et là, on comprend que c'est terminé pour lui. On nous l'a dit plus tôt dans la saison qu'un humain ne pouvait même pas ne pouvait pas survivre à ça ni en à peine quelques secondes. Donc on sait que là, clairement pour Frenchie, c'est cuit. Donc Frenchie sait qu'il va mourir. Il le fait pour Kimiko. Il le fait pour donner une chance aux autres. C'est probablement sa rédemption finale. C'est très touchant. Franchement, je m'attendais pas à ce que Frenchie parte tout de suite, peut-être à la fin. J'espérais un happy ending pour Kimiko et Frenchie, mais franchement là, bah non, c'est pas possible. Donc on a une scène très émouvante avec Kimiko, mais avant, c'est vrai que Frenchie, qui a toujours vécu avec énormément de culpabilité, trouve peut-être enfin une façon de donner un sens à tout ça. Et après, les adieux avec Kimiko sont vraiment difficiles. Kimiko, elle ne peut rien faire, elle est impuissante. Elle comprend qu'elle va le perdre, et honnêtement, c'est l'une des scènes les plus tristes de toute la saison. Même peut-être de toute la série pour l'instant. On va voir comment l'épisode 8 va se dérouler. Et Frenchie et Kimiko, c'était probablement la relation la plus sincère de toute la série. Ils ont traversé toute la série. Au début, à parler pas, ils sont toujours occupés, ils sont toujours pris soin l'un de l'autre. C'était le couple vraiment qu'on chouchou de la série, quoi. C'était vraiment. Et là, c'est fini, quoi. RIP Frenchie. Voilà. Donc, fin d'épisode. Tous les The Boys reviennent, on voit la mort de Frenchie. Je pense que ça va leur servir de catalyseur pour. Je pense qu'ils vont vraiment être tous remontés contre Homelander là et contre. Ça va vraiment les catalyser. Donc, j'ai quelques théories pour le final. Est-ce que Kimiko possède maintenant les pouvoirs de Soldier Boy pour maîtriser Homelander? Soldier Boy va-t-il revenir? Butcher va-t-il complètement sombrer? Ryan va-t-il choisir un camp? Parce qu'on n'a pas revu Ryan encore là.
Marie Moreau va-t-elle jouer un rôle décisif? Est-ce qu'Homelander peut vraiment mourir? Tout ça, ils ont il y a beaucoup de choses à aborder dans l'épisode 8. J'espère vraiment qu'il sera pas décevant. J'espère qu'il durera une durée assez conséquente. Déjà, celui-là durait 1h10, c'était bien. J'espère que ça durera au moins ça. Au moins ça. Un peu plus, ça serait bien. Euh, il reste qu'un seul épisode et honnêtement, ils ont intérêt à nous livrer un final mémorable. Parce que la série, elle a fait que ça. C'est vrai que la saison 4 était un peu plus décevante que la 3. La 3, c'est vraiment là, je crois que c'est leur pic. La 4 était vraiment ouf aussi, mais un peu en dessous de la 3. Là, la 5, elle est vraiment bien pour une dernière saison, mais il faut vraiment que le final soit ouf pour qu'il n'y ait plus de débat, quoi. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas de laisser un petit pouce, un commentaire, un partage, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je couvrirai bien sûr l'épisode 8. On en parlera. On fera aussi une revue de toute la saison. Et peut-être aussi on parlera aussi de l'épisode 8 avec la taverne du geek. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à sa page à lui, à la taverne du geek à Rayo. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était votre gars Wallstar pour le relais du multiverse. Ciao!